Donc tout ce que je vais vous montrer là a déjà été dit. C'est une synthèse, une sorte de résumé sur les points forts qui ont déjà été soulignés, au moins verbalement, voire par écrit. Et ça ne va pas durer longtemps, c'est quelques minutes. On a voulu garder une large place pour la discussion sur ce thème on ne peut plus quotidien pour nous. Donc le titre est attractif, hein, quelle recommandation pour le drainage en chirurgie du rachis. Si on se base sur l'étude observationnelle de la SFCR, hein, que nous avons fait tout ça ensemble, bon, c'est pas une étude comparative. Entre autres, il n'y a pas de tirage au sort. Hein, c'est pas drainé versus non drainé. Hein. Il y a de nombreux variables. On en a entrevu certains, entre autres l'effet niveau, l'effet type de chirurgie. Il y a des biais, quoi. Donc, il n'y aura pas de déclaration ou de réponse à cette question clé qui était pourtant annoncée comme ça en première page. Hein, devons-nous drainer? Donc, ça amène des réponses, mais nuancées. Vous avez déjà eu de larges informations par rapport aux réponses. Hein. Mais il n'y a pas de recommandation par la preuve, donc là, il n'y aura pas de nouveauté vis-à-vis d'articles ou de phénomènes qui feront référence. Hein. Quand on cumule l'enquête SFCR et l'étude prospective multicentrique SFCR, donc c'est une observation de nos pratiques. Hein. Deuxième partie est bien prospective, on est sur de l'observationnel. On l'a vu que tous les chirurgiens drânent parfois, il y a des critères. Donc on est sur des valeurs empiriques qui varient avec l'expérience. On l'a vu dans l'enquête. Plus qu'on est vieux, moins qu'on draine les petites chirurgies. Donc ça peut ouvrir le débat aussi. Hein. Mais quels sont ces facteurs qui font qu'on draine parfois? Donc ils ont été bien reconnus dans la littérature. Ils ont été repris et validés par l'enquête SFCR. Hein. Qu'est-ce qu'il en est de l'hémostase en fin d'intervention? Quelle est votre impression en fin d'intervention? Ça saigne encore, ça saigne un peu, beaucoup. On a même eu l'espoir ou la prétention au départ dans l'étude multicentrique d'essayer de quantifier cette valeur subjective, cette impression subjective qu'on a en fin d'intervention, mais qui nous fait drainer ou ne pas drainer. Type d'intervention, taille de l'incision. Bon, plus il y a de niveau, plus on draine. On l'a vu dans l'enquête. Hein, mais il y a des très belles études en littérature, entre autres avec tirage au sort sur la scoliose, drainage versus non-drainage. Et là, il n'y a pas de différence significative. Donc ça interpelle, quoi. Anticoagulant, là aussi, ça a très bien été vu dans la littérature, rappelé sur le plan médico-légal. En règle générale, on le voit dans l'enquête, hein, s'il y a un anticoagulant pré-op, per-op ou une nécessité d'une reprise post-op immédiate, oui, c'est sûrement un des paramètres, en tout cas partagé par une majorité de gens ici. Une première recommandation, il ne faut pas partir sur le principe je ne drainerai jamais. Ça, c'est tout à fait non recevable. L'hématome compressif, voilà, on a attaqué ce thème qui était un thème majeur. Hein, pour le redire et l'écrire, le drainage ne l'évite pas. C'était clair dans la littérature, mais confirmé dans l'étude prospective SFCR. Mais il fallait le rappeler parce que c'est une idée reçue forte, mais fausse. C'est vraiment une fausse croyance. Hein. Quand on quand on s'interroge, nous, en tant que société, on voit que 43% des chirurgiens ont l'idée de drainer pour dire ben, comme ça j'éviterai l'hématome compressif. Même Bertrand a baissé la garde, alors que d'un côté scientifiquement il savait que ça ne changerait rien. Bertrand lit beaucoup, mais ses associés ou son environnement lui a fait valoir une croyance, il a été obligé de la suivre. Anesthésiste, pardon Olivier. Voilà. Après, il y avait cette notion aussi, eh ben, si j'ai un hématome et que je n'avais pas drainé, est-ce que je suis en faute? On a une réponse, clairement. Et voilà, tu nous l'as très clairement rappelé, la littérature nous l'avait rappelé. En aucun cas, vous êtes en faute si vous n'avez pas de drain et si vous avez un hématome compressif. Donc très clairement et en synthèse, il n'y a pas de recommandation pour se prémunir. Prémunir, hein, c'est le terme, je trouvais le plus adapté, de l'hématome compressif, se prémunir vis-à-vis de sa survenue ou vis-à-vis d'une responsabilisation dans la sphère juridique. L'infection, donc est-ce que le drainage est une source d'infection?
Clairement, Jacques nous l'a rappelé, c'est affirmé dans la littérature. Pourtant, quand on revient à l'enquête de la CFCR, on est un peu, pour certains, vous voyez, presque un quart de notre groupe qui était encore avec cette idée reçue. Si je mets un drain, je vais faciliter l'entrée des bactéries, hein, je le fais simple, mais c'est une idée reçue, certes peu importante, mais qui persistait, quoi. L'étude de la CFCR retrouve ce qui était déjà su, c'est le nombre de niveaux, qui est le facteur déterminant dans la survenue d'une infection. Donc là aussi, en synthèse, le risque infectieux n'est pas un argument pour éviter de drainer. Voilà. Concernant la douleur, là on a pu être plus précis. Très clairement, le drainage est douloureux, mais pour certaines chirurgies, surtout le premier jour, et surtout pour les voies postérieures, là où où le patient est en appui sur son drain, ou quand le patient se mobilise, il tire sur son drain, et surtout pour les petites chirurgies, parce que plus les chirurgies sont étendues, plus l'effet drain a du mal à être individualisé, tant par le VA ou que subjectivement par le patient. Donc on draine parfois, il faut drainer parfois. L'enquête SFCR nous a fait ressortir ce qui était déjà connu dans la littérature, hein. Il y a des facteurs de risque, entre autres en petite chirurgie, c'est l'hémostase en fin d'intervention. Il y a une majorité de chirurgiens qui utilisent ce facteur empirique, hein, si en fin d'intervention j'ai un saignement qui reste qualifiable d'important, ou si le patient a un lien avec les anticoagulants, ça reste potentiellement un facteur de risque qui peut nous encourager à drainer. Donc recommandation de non-drainage pour les petites chirurgies en général, mais adapté en fonction des facteurs de risque. Voilà un petit peu ce qui a été écrit, dit et observé. RAC et drainage, Bertrand nous l'a bien décrit, cette évolution. Pardon. Le fait qu'il soit lancé dans la RAC, ça a conduit à cette nécessité d'homogénéiser les pratiques au sein d'un groupe. Et cette homogénéisation a conduit à diminuer le nombre de drainages, à diminuer la durée du drainage, et sans augmenter, il nous l'a bien montré, le taux de complications. Donc l'absence de recommandation officielle, voilà, pour une présentation positive d'une certaine forme de recommandation, peut tout à fait faciliter l'homogénéisation au sein d'un groupe. Ouais, on est tous dans nos croyances ou nos habitudes, hein, comme ça a été rappelé. Et tout à fait, cette position, elle est positive et elle va dans le sens de la RAC. Non-drainage et pansement ensanglanté, la littérature l'évoque. L'étude de la SFCR fait ressortir une tendance. Bon, ça reste sûrement un fait, mais vis-à-vis du risque qui se traduirait en souffrance cutanée, en majoration du risque infectieux, là, il n'y a aucune information. Voilà, on peut peut-être pas être formel à ce point-là sur le fait qu'il n'y a pas de risque en conséquence, parce que la notion de pansement souillé, je l'ai dit tout à l'heure, elle est variable et c'est une notion difficile à récolter. Est-ce que le drainage retarde le lever ? C'était à notre sens non référencé dans la littérature, mais l'étude de la CFCR le montre, oui pour certaines chirurgies, dont les petites chirurgies, ou des chirurgies qui ne sont pas douloureuses à cause du drain, mais qui retardent le lever à cause de la présence du drain. La brèche durale, oui, s'il y a drainage, eh ben ce drainage augmente le risque, un risque majeur, celui d'hypotension intracrânienne. C'est validé dans la littérature. Jacques nous l'a rappelé, ça peut être très grave. Il nous a cité cette évolution. Une des plus graves, c'est la mort, hein. L'enquête de la CFCR nous interpelle parce qu'il y a déjà une grande différence entre les neurochirurgiens et les orthopédistes. Une des volontés de la CFCR, c'est le partage de notre expertise réciproque et qu'il n'y ait plus de différence à moyen terme. Mais pour rappel, un quart des orthopédistes, voilà les fautifs aujourd'hui, un quart des orthopédistes déclarent drainer, même en cas de brèche durale. Donc la recommandation, elle est de ne pas drainer en cas de brèche durale, ou s'il y a un drainage, au moins que ça ne soit pas en aspiratif. Et c'est la dernière diapo. On peut sûrement cesser de drainer systématiquement sans augmenter le risque pour les patients. Voilà un petit peu ce que nous amène cette revue de la littérature, ce partage de nos expériences respectives en déclaratif ou en observationnel. Et
sans pouvoir nous remettre en cause sur le plan juridique. On reste sur ce point fondamental qui est tout à fait accepté et connu même dans le domaine juridique. Un seul opérateur décide en fonction de ce que lui pressent être un facteur de risque. Mais toujours et encore, sans l'assurance d'éviter l'hématorachis.